Salut les terriens, content de vous retrouver en tête à tête ce week-end afin de décompresser un peu de cette semaine passée qui, peut-être pour certains d'entre vous, ressemble déjà un peu trop à la rentrée. Mais peu importe car au JDS, vous le savez bien, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, les inspecteurs des travaux finis ont toujours hâte de mettre la main à la pâte. Ceci dit, aujourd'hui on y va pépère, on ne va pas se mettre la rate au courbouillon, le but est simplement de faire le point sur les dernières avancées à Boca Chica. Alors, décapsulez les boissons, sortez les chips, on va se faire un petit tour d'inspection apéro. Ouais, c'est un nouveau concept. Allez, c'est parti. Comme je viens de le dire en intro, des fois il est bon de s'arrêter quelques instants, de prendre le temps, et pourquoi pas aussi de mesurer le chemin parcouru, les heures et les heures consacrées à un projet. Enfin bref, il est salvateur parfois de se rappeler d'où l'on vient et pourquoi on fait les choses. Bon, désolé, ça doit être mon petit côté philosophe, mais toujours est-il que lorsqu'on compare les dimensions des prototypes actuels de SpaceX avec l'ancien et valeureux Starhooper, c'est vraiment à cet instant que l'on mesure le chemin parcouru. Ok, je vais pas vous citer Confucius, mais vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas ? Pour ce qui est de mon côté poète, je tenais aussi à vous redire à quel point la Starbase peut être inspirante, et ce à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Enfin encore faut-il avoir le regard d'un artiste, à l'instar de Starbase Surfer, qui passe son temps, et merci à lui encore une fois, à écumer les lieux en recherche de prises de vue inspirantes. Si vous ne le connaissez pas encore, comme d'habitude, vous retrouverez le lien vers son compte en description de vidéo. Quand on parlait d'artiste, on peut aussi parler de Vixie, l'agent de terrain de Lab Padre, qui n'est pas peu fier de sa dernière prise de vue d'ailleurs. Allez, après ces quelques news légères, laissons un peu ce mood rêveur et partons ensemble fouler le sol du site de lancement de la Starbase. Derrière la ferme suborbitale, les équipes de la Starbase ont entamé la construction d'un mur pour délimiter le périmètre. Certains pensent qu'il pourrait s'agir de consacrer cette zone de stockage pendant les tests, tirs statiques ou lancements aux grues. D'autres, à l'inverse, pensent qu'il pourrait s'agir de murets de rétention des eaux usées qui auparavant ruisselaient dans la lagune, la FA ayant peut-être émis des prescriptions sur la récupération des eaux des sols qui peuvent contenir des matières nocives pour l'environnement. À voir, affaire à suivre. Les supports des futurs réservoirs horizontaux de la ferme à ergols, elles aussi reconfigurées, décidément quand on parle de transfiguration de la Starbase, le mot est faible, sont désormais achevés et prêts justement à recevoir ces derniers. Grâce aux images aériennes de RGV, vous pouvez apercevoir des échangeurs de chaleur, des sous-refroidisseurs ou subcoolers en anglais, qui sont destinés au méthane et qui ont déjà été installés au sein de la ferme orbitale. Afin de compléter le dispositif, c'est en tout 4 échangeurs de chaleur, mais cette fois pour les réservoirs d'oxygène liquide qui ont été livrés à la Starbase sur le site de lancement récent. D'ailleurs, peut-être que ces tuyaux aperçus sur le site de construction serviront à raccorder au réseau ces HIPPOs, ouais c'est le petit surnom qu'ont donné les équipes de SpaceX aux échangeurs de chaleur. Pour notre Sherlock Holmes de la Starbase, Zach Golden, ils auraient été rapatriés de Floride. Pour rappel, ces échangeurs permettront de gagner du temps, faisant ainsi passer de 90 minutes à seulement 45 le temps de chargement des ergols. Enfin, d'une façon plus générale sur le site de lancement, on constate aussi un grand nombre d'activités de modification et de réparation de toute la tuyauterie visible des installations, des équipements qui peut-être souffrent trop des intempéries ou même des tirs statiques. Quoi qu'il en soit, la Starbase continue de faire sa mue. On reste sur le Stage 0 avec le panneau à déconnexion rapide qui, comme son nom l'indique, devra être en mesure de se connecter et de se déconnecter rapidement au booster. Son panneau de protection également devra faire vite pour protéger le dispositif avant que les Raptors ne viennent lui brûler le visage. C'est l'objet de ce test que les caméras de NASA Spaceflight ont capturé pour nous. Les marquages colorés qui mettaient en évidence les fissures du béton Fondag dont nous avons parlé encore la semaine dernière, après avoir été lessivés, sont finalement réapparus dernièrement, mais en blanc cette fois-ci. C'est peut-être finalement la trace après séchage d'une résine de réparation injectée dans le sol pour le consolider. Il semblerait également que du béton ait à nouveau été coulé sur certaines zones. Ces derniers points seront en tout cas à surveiller, tout particulièrement après le prochain tir. L'actualité étant particulièrement dense, nous n'avons pas eu le temps d'en parler mercredi dernier, alors voici ici pour vous une petite séance de rattrapage. Les points de stabilisation du booster ont été retirés de la table orbitale, ces derniers n'étant pas à l'épreuve des flammes. Plus tôt en début de semaine, les points de fixation adaptés au vaisseau ont été à nouveau posés sur les chopsticks. Bon, je ne vais pas faire de mystère, vous aurez deviné le rapport entre ces deux opérations. En effet, à l'heure où je vous prépare cette vidéo, l'empilement du S-25 sur le B9 est imminent, et quand vous serez en train de visionner l'émission, le stacking, c'est-à-dire l'empilement, aura sans doute déjà eu lieu. Bon, après je m'emballe peut-être un peu. Vous avez sans doute vu cette superbe vidéo de SpaceX où l'on voit le booster par le dessus en pleine action lors de son récent tir statique. Eh bien vous pouvez remercier la petite caméra que les équipes de Elon Musk ont installée au sommet de la tour orbitale. Et oui, Mekazila avait des bras et désormais elle a des yeux. Enfin pour l'instant elle n'a qu'un œil.
Allez, c'est donc de bon pied, bon oeil, sans mauvais jeu de mots, hein, que je vous propose à présent de nous rendre sur le site de Sanchez, celui qui jouxte le site de construction. Nous évoquions ensemble dans les dernières émissions la structure mystère qui n'en est plus vraiment une d'ailleurs, puisqu'on sait désormais qu'elle servira de support au prototype à l'intérieur des gigantesques bâtiments. Juste à côté de cette dernière est apparue récemment une autre structure dont on suppose qu'elle servira de plateforme pour le cercle support dont nous venons de parler, mais cela restera à confirmer. Pour Chrome Kiwi d'ailleurs, cette nouvelle plateforme serait plutôt destinée au stand de test sur Massey, et pour d'autres il pourrait s'agir d'une nouvelle protection destinée au plancher refroidissant. Ouais bon, quand je vois le système, je ne sais pas vous, mais cette dernière théorie me semble un petit peu farfelue, non ? Petite parenthèse ici, nous en sommes aux suppositions et à la partie mystère de notre tour d'inspection. Eh bien, sachez qu'une étrange boîte a été livrée dans le bâtiment réservé au stockage des satellites Starlink. Alors que contient-elle cette fois? Est-ce que c'est du matériel industriel, des machines équipements divers nécessaires à la préparation des satellites et à leur manipulation? Aujourd'hui, personne ne le sait encore, mais si vous avez des idées, eh bien je suis preneur. Un peu plus loin, entreposées à même le sol, on aperçoit aussi des sections d'escalier. Apparemment, elles sont destinées à rejoindre celles déjà assemblées sur la tour orbitale, mais quasi là. Allez, passons maintenant au site de construction, ou devrais-je dire au site de déconstruction. Bon, je charrie un peu, c'est vrai, mais ces derniers temps, les équipes de SpaceX ont fort à faire avec la démolition. On en a parlé mercredi dernier, après la tente numéro 2 et la tente numéro 1, la semaine dernière, ce fut au tour du Mid-Bay. En effet, lui aussi a été démoli, mais alors sans ménagement. On voit ici le travail que demande un tel chantier, et nous savons désormais que ce bâtiment, s'il doit être délocalisé sur le site de Massey, comme certains le pensaient alors, et comme nous l'avions évoqué mercredi dernier, eh bien il devra renaître de ses cendres. Donc j'ai envie de dire peu de chance ici, car contrairement au Ground Fabrication Building, il n'a pas été démantelé proprement. Du côté de la construction par contre, eh bien le second méga B, qui est désormais assisté par la grue LR11000, va bientôt lui aussi pouvoir jouer dans la même cour que son grand frère. Ici sur ces images de Lapadré, on voit la grue hisser et apporter une autre section d'escalier. On voit également au pied du nouveau bâtiment les chemins de roulage des poutres des deux ponts roulants qui seront fixés en hauteur à l'intérieur de ce gigantesque hangar. Entre les bâtiments qui sont en plein assemblage et les anciennes infrastructures qu'on démolit à coups de pelleteuse, la Starbase a parfois des allures de vieux quartiers en cours de réhabilitation, à la différence près qu'ici on peut tomber sur des sections de prototypes sans domicile fixe, désormais à l'air libre, n'ayant plus les tentes numéro 1 et 2 pour les protéger. La démolition de ces dernières, qui pourraient être désormais considérées comme d'anciens ateliers de fortune, est la marque d'une nouvelle ère de la Starbase, celle de la production de prototypes de masse. La Star Factory avance de plus en plus et les différentes parties qui la composent se verront bientôt reliées par un toit. Les hauteurs sous plafond dans certains endroits seront aussi plus élevées afin de pouvoir abriter les nez des vaisseaux. Effectivement, pour cette production-là, il faudra pouvoir disposer d'assez d'espace et faire aussi bien qu'avec la hauteur des anciennes tentes qui étaient plus importantes, avec notamment leur toit pointu et qui leur permettait déjà de couvrir des ogives complètes en position verticale. Allez, faisons à présent le point sur les prototypes, et pour cela commençons par le Rocket Garden. Parmi les prototypes du booster, seul le B11 est encore parqué dans ce lieu désormais mythique, juste à côté du B4. Il attend sans doute avec un peu d'impatience le feu vert, le top départ pour le site de Massey, afin de passer ses tout premiers tests cryogéniques. Dans le premier méga B, le B12, resté très discret jusqu'à présent, a finalement décidé de nous en montrer un peu plus. Son réservoir de méthane a en effet été empilé, le futur monstre a sans doute hâte de se mesurer à ses aînés. Dans le coin opposé, malheureusement, le B10, lui, reste invisible aux caméras de Mauricio de la chaîne RGV. Après avoir fait le tour des boosters, passons maintenant aux vaisseaux. Les petits frères du S28, ici les S29 et S30, eux sont toujours dans le hide bay, plus exactement dans l'angle droit du bâtiment, la partie gauche étant réservée aux empilements de sections. Le S29, on en parlait samedi dernier, a depuis reçu l'un de ses ailerons arrière, et après s'être vu retirer sa porte-cargo, a finalement eu le droit de la récupérer un peu plus tard dans la nuit. Comme toujours, affaire à suivre. Allez, retournons maintenant au Rocket Garden. Le S28 a été filmé en train de recevoir un Vacuum Raptor, c'est-à-dire un Raptor pour le vide spatial. Je vous laisse d'ailleurs apprécier cette beauté d'ingénierie, mieux agencée, plus compacte et surtout, espérons-le, opérationnelle. Tandis que les ouvriers s'affairent sous sa jupe, d'autres lui plaquent un échafaudage sur le dos, peut-être d'ailleurs afin d'effectuer quelques derniers réglages sur sa porte-cargo, ou vérifier le système d'autodestruction revu et corrigé. Vous savez, ces fameux FTS, les Flight Termination System. D'ailleurs, à ce propos, ces fameux FTS ont été fixés sur le B9, ça sent bon le prochain tir orbital tout ça. Bon, allons maintenant visiter la Star, je veux bien sûr parler du S25, qui, vu de loin, et même vu de près vous me direz, a l'air méchamment prêt pour la seconde tentative de tir orbital, qui pour rappel d'ailleurs est censé être planifié pour le 8 septembre, donc vendredi prochain. Mais si on l'observe de très près, alors le prototype montre aussi quelques signes de faiblesse. J'en veux pour preuve ces clichés pris par Starship Gazer qui montrent que les briques autour des anciens points d'accroche ont tout de même été abîmées lors du retrait de ces derniers.
Heureusement, les équipes de SpaceX ont remédié à cela dans la semaine, et avec ces nouveaux clichés de Starship Geyser, nous avons le plaisir de constater que le bouclier est cette fois désormais complété à 100%. Non, pardon, il manque encore ces deux-là. On en a souvent parlé, mais on voit bien que travailler avec un vaisseau de cette taille, couvert de tuiles qui ont la solidité d'une meringue pâtissière, ça représente un sacré défi. L'industrialisation du processus de fabrication, qui se déroulera bientôt dans des hangars géants, fermés et aseptisés, tous équipés de matériel de manutention adapté et spécifique, permettra bientôt de limiter les éventuelles maladresses et accidents en tout genre. La suite pour le S-25 et son acolyte, j'ai nommé le B9, est plutôt sympathique, un empilement, un wet dress rehearsal et qui sait, un petit séjour en orbite pour le S-25. Mais les deux prototypes sont-ils prêts? Ma foi en tout cas ils ont l'air de l'être. Une question que la FAA, qui pour rappel a comme mission de regarder les impacts environnementaux des activités de la Starbase sur l'environnement protégé aux alentours, elle ne se pose pas. Elle n'a d'ailleurs toujours pas publié les conclusions de son rapport sur la première tentative de tir orbital. Son objectif est toujours le même, investiguer et vérifier que tout est aux normes et que le programme d'essai en vol de SpaceX n'est pas précurseur d'une catastrophe environnementale à lui tout seul. Donc pour le moment, pour le 8 septembre, eh bien rien n'est moins sûr, mais affaire à suivre là aussi. Allez, on finit aujourd'hui notre tour d'inspection de la Starbase avec le site de Massey. Comme vous le savez déjà, chez SpaceX, rien ne se perd, tout se transforme. Et ici, la section Martyr S26.1 risque fort de finir comme le B6 si on en juge ce tuyau qui pend à son nombril. En effet, pour rappel, le B6 au mois de mai dernier, lui aussi avait été gorgé d'eau pour simuler un plein d'ergols, juste avant d'être assassiné à coups de FTS, les fameux Flight Termination System que l'entreprise compte bien peaufiner afin d'éviter toute catastrophe durant le prochain lancement, au cas où le Starship et son booster auraient envie de faire des cabrioles dans les airs. Un peu plus loin, la section test du hot staging, qui pour rappel est du même type que celle qui est déjà installée sur le B9, elle a fait ses preuves, et alors que les équipes de SpaceX s'apprêtent apparemment à la découper en morceaux, quelques plans rapprochés permettent de vérifier que la section a fait son boulot, et ne paraît absolument pas déformée ni même abîmée. Là aussi, l'avenir nous dira si oui ou non cette pièce désormais maîtresse de la fusée fera le boulot ou non. Du côté du parc à réservoir du site, 2 petits tanks ont été ajoutés et raccordés. Ils viennent sans doute compléter les 3 autres plus grands et déjà sur place, et serviront pour rappel à alimenter le stand de test à booster. Voilà les terriens, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce tour d'inspection vous a plu, et si c'est le cas, et bien comme d'hab, je vous invite à le commenter, à le partager, et à faire briller ce pouce de YouTube pour que l'algorithme continue de recommander les vidéos du journal de la Starbase. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour les vidéos habituelles du journal de l'espace, avec notamment mercredi la mise à jour des informations de la Starbase et les réponses à vos questions. Salut les terriens!